Papa dort depuis 3 jours et ne s'est pas réveillé. Ton vieux copain appelle le 911 et dit, Thomas, ouvre la porte maintenant, espèce de pique-assiette, prépare-toi à faire tes valises et à foutre le camp de ma maison. La voix d'Anony siffla dans le couloir tandis que ses pieds frappaient à plusieurs reprises la porte en bois branlante. À l'intérieur de l'appartement plongé dans le noir, Thomas était assis par terre, se tenant le dos, les lèvres serrées l'une contre l'autre, son dos lancinant de douleur, des spasmes le déchirant et le faisant couler des sueurs froides malgré le froid hivernal. Ses yeux cernés de noir se tournèrent vers Léo, qui était recroquevillé sous une pile de couvertures en lambeaux sur le lit. Thomas essaya de se lever, s'appuyant contre le mur alors qu'il titubait vers la porte. « Monsieur Anthony, s'il vous plaît, mon fils dort. »« Je m'en fiche, tu as 3 semaines de retard sur ton loyer et tu veux quand même dormir tranquille, espèce de parasite. S'il vous plaît, donnez-moi encore quelques jours, j'attends une réponse à ma demande d'emploi. » « Attendre ? Qui t'embaucherait ? Quelqu'un comme toi devrait mendier dans la rue. » Thomas serra les poings, luttant pour rester calme. « Je vais trouver une solution, il me faut juste une semaine de plus. » Anthony a claqué sa paume contre la porte. « Encore une semaine ? Rien n'est gratuit. Écoute-moi bien, je coupe l'électricité demain matin. On verra comment tu survivras à l'hiver, alors. S'il vous plaît, ne le faites pas, mon garçon va geler. Tu devrais vendre ton lit, ton armoire, me payer avec ça, ou dormir dans la rue. » Les pas lourds d'Anony résonnèrent dans les escaliers, laissant derrière eux un air lourd de peur et d'humiliation. Thomas s'appuya contre le mur et glissa lentement jusqu'au sol, expirant de douleur. Il ne voulait pas que Léo se réveille, il ne voulait pas que son fils entende ces mots cruels. Mais les oreilles des enfants sont toujours plus aiguisées que ce que les adultes pensent. Léo ouvrit lentement les yeux, s'assit et serra sa petite voiture en bois dans ses bras. « Papa, est-ce que cet homme te criait encore dessus ?» Thomas rampa jusqu'au lit et tapota doucement la tête de son fils. « Ce n'est pas grave, il est juste en colère, c'est tout. »« Ça fait mal ?» Léo toucha l'épaule de son père. « Un peu, mais ça va. Sois sage et rendors-toi. »« Peux-tu chanter pour moi ?» murmura Léo, les larmes aux yeux. Thomas força un sourire, enroula ses bras autour de son fils et commença doucement à chanter la berceuse que sa propre mère avait l'habitude de chanter à Léo. « Dors maintenant, bébé, dors si bien. » Sa voix était brisée par la douleur, mais il persévérait à travers chaque couplet, s'accrochant à ce fragile morceau de paix pour son petit garçon dans cette nuit glaciale. Le lendemain matin, comme Anthony l'avait menacé, le courant a été coupé. La pièce, déjà humide et sinistre, devint terriblement froide, pas de chauffage, pas de lumière, pas de cuisinière électrique. Tout était englouti dans une obscurité glaciale et sans vie. Thomas tituba jusqu'à la porte, avec l'intention de courir vers le boîtier électrique, mais les escaliers étaient verrouillés. Il savait qu'Anthony l'avait fait exprès. Se tenant le ventre, la douleur irradiant de son dos jusqu'à ses jambes, Thomas pouvait à peine se tenir debout. Il est retourné à l'intérieur et a cherché des bougies, il n'en restait que 2 petites. Il en alluma une, sa lumière faible et vacillante reflétait leur faible chance de survie. Léo recroquevillait dans les couvertures, claquant des dents. « Papa, il fait si froid. »« Je sais, encore un peu. Je vais arranger quelque chose. » Thomas ôta son fin manteau et le posa sur Léo, puis fouilla tout ce qu'il put trouver pour le brûler, de vieux journaux, des cartons vides, et même des livres en lambeaux. Il prit un petit pot en aluminium, alluma un feu à l'intérieur et le plaça au centre de la pièce, essayant de générer un peu de chaleur. La fumée envahit bientôt la pièce, faisant tousser violemment Léo. Thomas a rapidement ouvert une fenêtre. Le vent glacial s'engouffra, le faisant frissonner de manière incontrôlable, mais il n'osa pas le fermer, la fumée aurait pu étouffer Léo. Cet après-midi-là, Thomas a frappé aux portes des voisins, implorant de l'aide. Personne n'a répondu. Seule Madame Hélène, une femme d'âge moyen à l'étage, ouvrit légèrement sa porte, les yeux suspicieux. « Thomas, qu'est-ce qu'il y a ? S'il vous plaît, puis-je avoir de l'eau chaude pour mon fils ? Il n'y a déjà plus de courant, hein ? Demanda-t-elle, sans surprise. Thomas hocha la tête, une main toujours agrippée à son dos. Elle soupira. « Attends ici. » 5 minutes plus tard, elle est descendue avec un thermos d'eau chaude et 2 sacs de pain sec. « C'est tout ce que je peux donner. Moi aussi, je suis en difficulté. » « Merci, vous êtes si gentil. Ne me remercie pas, prie pour qu'Anthony obtienne ce qu'il mérite. Je ne suis même pas sûr qu'il ait un cœur. » Cette nuit-là,
Thomas a préparé des nouilles instantanées en utilisant l'eau chaude. Léo était assis tranquillement, sans rien dire, les yeux secs, il n'avait plus de larmes à pleurer. Il mâchait chaque bouchée lentement, comme si cela lui prenait toute sa force. Demain, je t'emmène au parc. Il y aura du soleil, dit Thomas, essayant d'avoir l'air joyeux. Léo leva les yeux. Y aura-t-il un camion de bonbons? Thomas eut un léger sourire. Oui, si tu es sage, je peux peut-être en avoir un. Léo hocha la tête. J'aime le goût de la fraise. Thomas regarda son fils et sentit son cœur se briser, non pas à cause de la pauvreté, mais à cause de son impuissance. Il ne pouvait pas protéger Léo du froid, de la faim ou de la cruauté de quelqu'un comme Anthony. Il pensa en lui-même, si seulement je pouvais mourir, peut-être que quelqu'un d'autre prendrait soin de Léo, mais qu'il aimerait comme je l'aime. Un jour passa, puis un autre. Chaque matin, Thomas se réveillait plus faible. Il mangeait à peine, donnant tout ce qu'il avait à Léo. Ses douleurs dorsales se sont aggravées, sa respiration est devenue difficile et une légère fièvre a commencé à couver. Léo est resté à ses côtés tout le temps. Le petit garçon pliait des couvertures, ramassait des déchets, et essuyait la vitre avec sa manche, innocent mais terriblement déterminé. La troisième nuit, Thomas ne pouvait plus se lever. Ses yeux sont fermés, ses lèvres sont sèches, sa respiration est superficielle. Léo le secoua. « Papa, j'ai fini de dessiner le camion de bonbons. Regarde. » Thomas n'a pas répondu. « Papa ?» Léo le secoua plus fort, puis fondit en larmes, hurlant dans l'appartement sombre. « Papa, ne dors plus. » Pas de réponse. Léo est resté à ses côtés toute la nuit, tenant sa main froide, tremblant tandis qu'il murmurait. « Je suis sage, s'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi. » Le lendemain matin, Léo s'est levé tôt. Il regarda son père, toujours immobile. Puis il se souvint de ce que son père lui avait appris sur la façon de passer un appel téléphonique. Appelle seulement en cas d'urgence, Léo. Le 911, tu te souviens? D'accord? Il s'approcha nerveusement du téléphone fixe, la main tendue vers les boutons. Il prit une profonde inspiration et composa le 9, puis le 1. L'obscurité dans l'appartement s'épaissit, non seulement à cause du manque d'électricité, mais aussi à cause du silence étrange qui recouvrait chaque recoin. L'appartement numéro 13 ressemblait désormais à un tombeau gelé, un endroit où même les rêves se figuaient. Léo était assis à côté de son père, portant toujours son pull surdimensionné, tenant la petite voiture en bois que Thomas avait fabriquée. Ses yeux étaient secs, il n'y avait plus de larmes, plus d'énergie pour pleurer. Juste un regard vide fixé sur le visage de Thomas, espérant qu'il respirerait, clignerait des yeux, dirait son nom, mais rien. Déjà 3 jours? Papa, j'ai mangé tout le pain. Hier, j'ai mangé les 2 derniers morceaux, murmura Léo, comme s'il parlait à l'air libre. Son estomac creux grogna à nouveau. Il ne restait qu'un peu d'eau dans la bouteille, de l'eau froide au goût métallique qu'il devait siroter lentement pour éviter de s'étouffer. Lait disparut. Nouilles impossible à cuire. Et même s'il le pouvait, il n'oserait pas quitter son père longtemps. Ne m'en veux pas. Je vais être sage maintenant. Je ne vais pas faire n'importe quoi. Thomas resta immobile. Léo se leva et tituba vers l'évier. Il a attrapé un gobelet en plastique fissuré et a essayé de le remplir avec de l'eau du robinet. L'eau sortait faiblement et lentement, il a fallu près de 5 minutes pour remplir une demi-tasse. Il le ramena et le tint près des lèvres de son père. « S'il vous plaît, buvez, vous devez vous réveiller si nous voulons trouver le camion de bonbons. » Mais la main de Thomas resta froide. La 3e nuit, Léo était allongé près de son père, serrant son corps glacé comme si c'était la dernière braise restante. L'air était épais de vieille fumée, de moisissure, de froid et de peur. Il regarda par la fenêtre sombre, pas de lune, pas de lampadaire, pas un bruit. Il n'avait jamais vu le monde aussi silencieux, comme si l'air lui-même avait oublié comment respirer, comme si la création tout entière s'était arrêtée en deuil avec lui. Tout autour de lui semblait suspendu dans un silence plus fort que n'importe quelle sirène. Léo murmura doucement, à peine audible, « Demain, j'appellerai le camion de bonbons. Papa aime les oranges. » Puis il s'endormit, son petit corps recroquevillé de faim et de froid contre celui qui ne dégageait plus de chaleur. Le lendemain matin, Léo se réveilla tôt. Une lumière pâle filtrait à travers la vitre poussiéreuse, fine et froide comme le souffle du matin contre la vitre. Il sut alors, avec le poids de la certitude qu'un enfant ne devrait jamais avoir à porter,
qu'il n'avait pas le choix. Il se souvint des paroles de son père, comme un mantra gravé dans sa mémoire, en cas de problème, appelez le 911. Parlez clairement. Dites, tu t'appelles Léo, ton père s'appelle Thomas, tu es à la maison. N'aie pas peur. Silencieusement, prudemment, Léo se leva. Ses petits pieds avancèrent doucement sur le sol froid tandis qu'il s'approchait du téléphone fixe, dont le boîtier en plastique était terni par une fine pellicule de poussière. Pourtant, le voyant lumineux clignotait, toujours allumé. Au moins, quelque chose fonctionnait encore. Mon père, il dort depuis toujours, il ne se réveille pas, sanglota Léo, sa voix se brisant sous le poids de trop de larmes. Ma chérie, peux-tu ralentir pour moi? Où es-tu? Demanda la répartitrice, sa voix passant du calme habituel à une soudaine inquiétude. Je m'appelle Léo. Mon père s'appelle Thomas. Nous habitons rue Tournesol, dans le 13e arrondissement. Mon père refuse de se réveiller. J'ai faim. Ne raccroche pas, ma puce. J'envoie de l'aide immédiatement. Chicago, commissariat de police du 9e district. L'agente Lucie alluma l'imprimante et tapota rapidement le clavier. Son service ne faisait que commencer, des rapports fastidieux, un brouhaha de conversation, un téléphone qui semblait sonner sans arrêt. Elle était encore nouvelle dans la police, seulement 2 ans après son arrivée, mais elle avait déjà pris l'habitude de remarquer les petits détails que les autres négligeaient. C'est pourquoi, lorsque la transcription d'un appel d'un garçon nommé Léo atterrit sur son bureau, elle fronça les sourcils. C'est probablement un enfant qui fait l'idiot, non? Demanda un collègue en haussant les épaules. Non, dit lentement Lucie en le relisant. Il y a quelque chose qui cloche. Elle a accepté elle-même la mission de vérification de l'aide sociale. C'était peut-être une simple formalité, peut-être rien, mais son instinct lui disait que cet enfant avait besoin d'aide. La ruelle menant au quartier de Saint-Flower Street était étroite et humide, comme sortie d'une photo oubliée. L'appartement numéro 13 était au 2e étage. L'escalier grinçait et craquait à chaque pas, le métal rouillé craquant sous ses bottes. Lucie frappa. Police. Il y a quelqu'un? Pas de réponse. Elle colla son oreille contre la porte et entendit un léger gémissement, la respiration haletante d'un enfant. Son instinct prit le dessus. Elle appela des renforts. Quelques instants plus tard, la porte fut forcée. La puanteur la frappa en premier, un mélange infect de nourriture avariée, de moisissures et d'ordures. Elle dut tourner la tête, la main sur le nez, avant d'entrer. Là, dans la petite pièce à peine éclairée par la lumière du matin, Thomas était allongé. Complètement immobile. Sa peau était devenue pâle comme un fantôme, ses lèvres teintées d'un violet bleuté. À côté de lui, Léo était assis. Sa petite main serrait fermement celle de son père, les yeux secs et creux à force de pleurer. « Tu es Léo ?» demanda doucement Lucie en s'agenouillant à la hauteur du garçon. Léo hocha la tête, les lèvres gercées, la voix rauque à cause de la soif. « Mon père ne se réveillera pas. » Les doigts de Lucie se posèrent sur sa radio, appelant une ambulance. Puis elle prit Léo dans ses bras. Il était si léger qu'elle avait l'impression de soulever un paquet d'air dans un manteau. « As-tu mangé quelque chose ?» demanda-t-elle doucement. Léo secoua faiblement la tête. « J'avais du pain, mais il n'y en a plus. »« Tiens bon, Léo. Je suis là. » Lucie le serra plus fort, les yeux déjà embués. Dans l'ambulance, 2 ambulanciers s'efforçaient frénétiquement de stabiliser Thomas. L'un d'eux, Diego, la quarantaine, originaire d'Atlanta, jeta un coup d'œil à Lucie. Fréquence cardiaque faible. Déshydratation sévère. Hypothermie. Si nous étions arrivés quelques heures plus tard, nous ne l'aurions probablement pas sauvé. Lucie serra les poings. Elle tourna son regard vers Léo, maintenant allongé sur ses genoux. Ses cernes étaient profonds, révélant des nuits blanches. « Combien de temps es-tu resté comme ça avec ton père, Léo ?» demanda-t-elle. « 3 jours, murmura-t-il. Papa a dit qu'il était fatigué. Et puis, il a continué à dormir. » Diego secoua lentement la tête, la voix basse, tandis qu'il ajustait la perfusion. « J'ai déjà vu des cas comme celui-ci, mais je n'ai jamais vu un enfant aussi courageux. » À l'hôpital général du comté, Thomas fut admis d'urgence aux soins intensifs. Lucie attendait dans le couloir, Léo endormi dans ses bras, son petit corps recroquevillé comme un chaton. Elle lui essuya doucement le visage et le persuada de boire du lait en brique offert par une infirmière. Plus tard, un médecin est venu.
Son état est stable pour l'instant, mais il est encore très faible. Il a besoin d'une surveillance étroite. Lucie expira profondément. Léo s'était à nouveau assoupi, en sécurité dans ses bras. À cet instant, il lui rappela quelqu'un, un petit frère qu'elle avait autrefois serré dans ses bras, comme ça. Un frère perdu il y a longtemps dans un tragique accident. C'est peut-être pour cela qu'elle ne pouvait pas abandonner cet enfant. Ni maintenant ni jamais. Lucie appela doucement Diego en s'approchant. J'ai trouvé un petit carnet dans la poche de Thomas. On dirait un journal de dette. Elle le prit, l'ouvrit. Date, montant, et puis une dernière ligne qui lui glaça le sang. Anthony a menacé de couper l'électricité et l'eau. Je n'ai plus d'autre choix. Léo ne peut pas vivre comme ça. Mais je ne peux pas mourir et le laisser seul. Lucie serra plus fort le carnet. Sa voix baissa. Je vais enquêter sur cet Anthony. Diego hocha la tête, ferme. Si vous avez besoin de moi comme témoin, je suis partant. Serrant le carnet contre sa poitrine, Lucie se tourna vers la salle de soins intensifs où Thomas gisait. En elle, un vœu commença à se former au silencieux, féroce. Aucun enfant ne devrait avoir à appeler la police parce que son père ne se réveillait pas. Veux-tu toujours rentrer à la maison, Léo, demanda-t-elle plus tard, tandis que l'ambulance les emmenait loin du chaos de l'urgence. Léo leva les yeux toujours rouges d'épuisement mais pleins d'autre chose, de la détermination. Je dois y retourner. Mes jouets sont là-bas, et la voiture en bois que mon père a fabriquée. Lucie aurait voulu dire non. Cet endroit n'était que ténèbres et moisissures. Mais comment aurait-elle pu? D'accord, murmura-t-elle. Je viens avec toi. Mais juste un petit moment, d'accord? Léo hocha la tête. De retour à l'appartement numéro 13, la clé rouillée tourna avec un tintement sec dans la main de Lucie. La porte s'ouvrit brusquement. La lumière du soleil afflua, révélant la décomposition. L'odeur, latente depuis des heures, revint avec force. Nourriture avariée. Déchets. Vêtements sales. Léo entra, ses petits pieds crissant sur une fine couche de poussière. Son regard scrutait. Où est ma voiture en bois? Demanda-t-il, la voix tremblante. Lucie regarda autour d'elle. Dans un coin, près de la fenêtre, à moitié dissimulée sous un rideau en lambeaux, se trouvait une voiture en bois brut. Ses roues étaient ébréchées, son châssis inégal. Elle la ramassa et la lui apporta. Le voici. Il est à toi. Léo le serra fort contre sa poitrine, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Papa l'a fait avec une chaise cassée. Il m'a dit d'en prendre bien soin. Lucie hocha la tête, le cœur serré. Ton père est un bon père. Les yeux de Léo s'illuminèrent. Oui. Il me chantait toujours des chansons avant d'aller au lit. Même quand il faisait vraiment froid, il me tenait toujours dans ses bras. Lucie déglutit difficilement. Léo, peux-tu t'asseoir ici et m'attendre un peu? J'ai des choses à vérifier. Il hocha la tête avec obéissance, assis sur une chaise branlante près de la porte, serrant sa voiture en bois. Lucie traversa l'appartement. Les murs s'écaillaient, le plafond taché par les dégâts des eaux. Dans la cuisine, le réfrigérateur était hors d'usage. À l'intérieur, des œufs fêlés, du pain moisi, du yaourt explosé. Elle ouvrit un tiroir à proximité, des piles de lettres non ouvertes. Des factures en souffrance. Destinataire, Thomas Reyes. Expéditeur, Anthony Moore. Propriétaire. Elle les feuilleta. Une lettre contenait un message griffonné à l'encre rouge. Si tu ne paies pas, je coupe le courant. Si tu es pauvre, va vivre dans la rue. Elle frissonna. Les menaces n'étaient pas seulement cruelles. Elles étaient abjectes. Une autre lecture, je ne suis pas une association caritative. Chaque mois, quelqu'un d'autre veut cet appartement. Envie de rester? Payer. Lucie serra les poings. Alors qu'elle se retournait pour partir, elle remarqua un morceau de papier qui dépassait dessous le lit. S'agenouillant, elle le ramassa. C'était une lettre non envoyée, écrite d'une écriture pressée et désespérée. Cher monsieur Anthony, accordez-moi encore 2 semaines. Je reviens de chez le médecin. J'ai tellement mal au dos que je ne peux plus bouger. Je ne peux pas travailler. Mais je trouverai une solution. Ne coupez pas le courant, s'il vous plaît.
L'enfant ne supporte pas le froid. Je vous en prie. Thomas Reyes. Lucie resta immobile, le mot tremblant dans sa main. Ses yeux brûlaient. Agent Lucie, appela une petite voix depuis le salon. Je suis là. Elle émergea, esquissant un sourire forcé. Tu as ta voiture en bois, n'est-ce pas? Retournons à l'hôpital, maintenant. Léo hocha la tête, mais juste avant de sortir, il tira sa manche. Mademoiselle, est-ce monsieur Anthony qui a crié sur mon père? Lucie s'agenouilla d'une voix douce. Pourquoi demandes-tu ça? Je l'entendais crier devant la porte. À chaque fois. Mon père ne disait jamais rien. Il m'a juste tenu dans ses bras. Lucie déglutit difficilement, serra Léo contre elle et murmura. Ne t'inquiète pas, je te protégerai, je te le promets. De retour au commissariat, Lucie déposa tous les documents sur son bureau. Elle appela Catherine, sa proche collègue et experte en enquêtes administratives. Catherine, peux-tu m'aider à retrouver un certain Anthony Moore? Il est propriétaire d'un appartement dans le quartier de Saint-Flower Street. Je pense qu'il n'est pas propre. Bien sûr, une seconde. Tu reviens de là-bas? Oui, c'était horrible. Je ne comprends pas comment ils ont réussi à survivre dans cet endroit. Pas d'électricité, pas d'eau chaude, et le gamin, il n'a que 4 ans. Oh mon Dieu! Anthony a laissé des lettres de menace. Je les ai toutes. Il y a même une demande de Thomas pour un délai supplémentaire. Le type l'a ignoré. Catherine resta silencieuse un instant, puis parla doucement. Ce nom, il a été poursuivi en justice une fois, il y a 3 ans. Même problème. Ils ont coupé le courant à un locataire avec un jeune enfant, mais ils n'avaient pas suffisamment de preuves. Eh bien, cette fois, oui, dit Lucie d'un ton dur. Je ne le laisserai pas s'enfuir. Le lendemain matin, Lucie retourna à l'hôpital. Thomas était toujours dans le coma, mais les médecins annoncèrent une amélioration de ses constantes. Léo jouait avec des pièces de puzzle dans un coin de la pièce. En la voyant, il courut vers elle. « Mademoiselle Lucie, m'avez-vous apporté du porridge ?» Elle rit doucement. « Bien sûr. Du porridge et même des biscuits. » Pendant que Léo mangeait, Lucie parlait avec le docteur James Harris, le médecin traitant de l'unité de soins intensifs. « Il a beaucoup de chance, a déclaré James. Généralement, avec une température corporelle aussi basse, les chances de guérison sont minces. Mais il continue de se battre. Peut-être parce qu'il sait qu'il ne peut pas abandonner son fils. » Lucie répondit, sa voix teintée de tristesse. « C'est toi qui les as amenés? » Non, c'était Léo. Le garçon a appelé les secours. Les yeux de James s'écarquillèrent. « Sérieusement? » Ouais. C'est l'enfant le plus courageux que j'ai jamais rencontré. Cet après-midi-là, Lucie était de nouveau seule dans l'appartement de Thomas. Elle prenait des notes. En inspectant la zone du disjoncteur, elle constata que l'alimentation électrique avait été complètement coupée, non pas à cause d'un dysfonctionnement, mais suite à une manipulation intentionnelle. En dessous se trouvait une note scotchée. « Si tu ne paies toujours pas, je viendrai démonter la porte. AM. » Lucie a pris des photos et noté chaque détail. Puis elle a appelé Catherine. « Avons-nous suffisamment d'éléments pour demander un mandat et ouvrir une enquête officielle? Je t'aiderai à remplir les papiers. Nous avons des menaces, des notes manuscrites et une déclaration de l'enfant. » Lucie serra le téléphone plus fort. Il n'aura pas d'autre chance. Plus tard, Lucie était assise dans son petit bureau au commissariat. Devant elle se trouvait une pile de documents soigneusement classés par ordre chronologique, avis de retard, lettres de menace, supplications de Thomas. Elle relut chaque ligne, chaque mot, gravant les détails dans sa mémoire. La porte s'ouvrit. Catherine entra, une épaisse enveloppe à la main. « J'ai tout imprimé sur Anthony Moore. Il y a quelques éléments que vous voudrez voir. » Lucie l'a pris, a sorti une série de documents, registres de propriété, dossiers de location, antécédents judiciaires et relevés d'une société de service public. « Que vois-tu » demanda Catherine. Lucie feuilleta les pages et s'arrêta sur la déclaration d'utilité. Il est répertorié comme le principal responsable du compte de tout l'immeuble. Et là, le jour même où Thomas s'est effondré, Anthony a appelé pour demander la coupure de courant pour l'appartement du 2e étage, le 13. Catherine hocha la tête. « Je l'ai déjà confirmé.
La compagnie d'électricité a indiqué que l'appel provenait du numéro d'Anthony, demandant une coupure temporaire pour non-paiement. Mais surtout, il n'y a eu aucun préavis. Une violation flagrante des lois de protection des locataires pour les ménages avec enfants. Lucie se mordit la lèvre. Il savait que Thomas avait un fils, et il l'a quand même fait délibérément. Sans prévenir. Ça facilite les poursuites. Lucie rapprocha le dossier de location. Un mince bail manuscrit, non notarié. Il contenait une note. Loyer mensuel, 350 $. En cas de retard de paiement de plus de 10 jours, l'électricité et l'eau pourraient être coupées sans préavis. Catherine secoua la tête. Il pense qu'écrire cela rend la chose légale. Mais la loi n'autorise pas les propriétaires à couper les charges arbitrairement, surtout lorsqu'il y a un enfant. Lucie se leva. Je vais parler à Anthony. Le bureau de gestion immobilière d'Anthony Moore était situé au bout de Michigan Avenue, au milieu d'une rangée de boutiques haut de gamme, à 1000 lieues du bidonville où vivaient Thomas et Léo. L'enseigne devant l'immeuble indiquait Confiance et résultats. Lucie frappa et entra. Un homme d'une cinquantaine d'années, chauve, portant des lunettes à monture dorée, était assis derrière un bureau. Il leva les yeux, ses petits yeux brillants. « Qui es-tu » demanda-t-il, sans prendre la peine de se lever. « Je suis le lieutenant Lucie Dawson, du département de police du 9e district de Chicago. J'aimerais vous parler de votre ancien locataire, Thomas Reyes. » Le visage d'Anthony vacilla, puis se calma rapidement. « Oh, le fauché. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai déjà viré. » Lucie s'assit en face de lui et posa une pile de papiers sur le bureau. « En fait, non. Il s'est évanoui d'hypothermie dans votre appartement, après que vous ayez ordonné la coupure d'électricité en hiver. » Anthony haussa les épaules. « Je n'ai pas payé. J'ai coupé. C'est la loi. » Non, la voix de Lucie s'est aigrie, ses yeux perçants. La loi interdit de couper les services publics lorsque des enfants vivent dans le logement. Et vous saviez qu'il y avait un enfant de 4 ans. Anthony sourit. S'il avait eu un enfant, il aurait peut-être dû me devoir moins. Lucie retint sa colère. J'ai un enregistrement de votre appel à la compagnie d'électricité. J'ai les lettres de menaces que vous avez envoyées. J'ai la requête de Thomas que vous avez ignorée. Chacune d'elles est une preuve recevable. Anthony haussa un sourcil. Je n'ai tué personne. S'il était faible, c'est son problème. Je faisais juste mon travail de propriétaire. Lucie a claqué sa main sur le bureau. Vous avez créé les conditions qui ont provoqué l'effondrement d'un père et laissé un enfant seul pendant 3 jours dans le noir. Vous croyez que c'est votre travail? Anthony fronça les sourcils. Tu m'insultes. Lucie se leva et rassembla les documents. Je ne vous ai pas encore arrêté. Mais je reviendrai, et la prochaine fois, j'aurai un mandat. Cet après-midi-là, Lucie retourna à l'hôpital. Léo dessinait. En la voyant, ses yeux s'illuminèrent. Mademoiselle Lucie, vous êtes revenue. Oui, je t'ai apporté du yaourt à la fraise. Elle a placé le récipient sur la table et lui a ébouriffé les cheveux. Sais-tu quand mon père va se réveiller? Demanda doucement Léo. Lucie s'assit à côté de lui et lui tenait la main. Le médecin a dit qu'il se battait dur. J'espère que ce sera bientôt. Léo hocha lentement la tête, puis murmura. Je ne veux plus dormir seul. Je sais, murmura Lucie en retour, je resterai ici ce soir. Cette nuit-là, elle est restée éveillée dans la salle de pause à côté de l'unité de soins intensifs, non seulement pour le travail, mais parce que les yeux de Léo la hantaient chaque fois qu'elle fermait les siens. Le lendemain matin, son téléphone sonna. C'était Catherine. Lucie, attention. Les médias ont eu vent de l'affaire. Un journaliste du nom de Victor Sullivan enquête sur l'affaire Thomas Reyes. Ils ont demandé des dossiers. Lucie fit une pause. Qui l'a divulgué? Ça aurait pu être l'hôpital. La rumeur se répand vite qu'un enfant a appelé les secours pour sauver son père. Lucie réfléchit un instant. Dites-leur la vérité, mais seulement la vérité. Sans exagération, sans déformation. Informez le public de ce qui se passe. Catherine hésita. Tu es sûr? La pression publique pourrait pousser les choses plus loin que tu ne le penses. Lucie sourit faiblement. J'espère que ce sera le cas,
suffisamment pour qu'aucun autre enfant comme Léo n'ait à survivre 3 jours dans le noir simplement parce qu'il n'a pas pu payer sa facture d'électricité. Cet après-midi-là, à la cafétéria de l'hôpital, Lucie mangeait lorsque son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Bonjour. Lieutenant Lucie, ici Victor Sullivan. Journaliste indépendant. J'écris un article sur Léo et son père. J'aimerais vous interviewer. Lucie jeta un coup d'œil à l'heure. 17 heures. Au commissariat de police du 9e district de Chicago. Je ne parlerai que des faits. Aucun commentaire personnel. Merci. Je serai là à 17 heures précises. Victor arriva, un homme maigre aux cheveux légèrement bouclés, aux mouvements rapides et aux yeux très attentifs. Lieutenant Lucie, merci de me rencontrer. Lucie hocha la tête. Je suis ici uniquement pour dire la vérité. C'est exactement ce dont j'ai besoin. J'ai entendu dire que Thomas a eu une coupure de courant alors qu'il était gravement malade. Oui. Nous avons les documents. Et Anthony Moore, le propriétaire, a admis avoir ordonné la coupure sans préavis, tout en sachant qu'un enfant vivait là. Victor a griffonné des notes. Parlez-moi de Léo. Comment est-il? La voix de Lucie s'adoucit. Un battant. Un enfant qui n'aurait jamais dû subir ce qu'il a vécu. Mais Léo a appelé la police. Il a sauvé la vie de son père. Victor hocha la tête. Cette histoire doit être entendue. Lucie se tenait debout. Alors, dis-le honnêtement. Ne transforme pas la douleur en clic. Laisse parler la vérité. Cette nuit-là, l'article de Victor Sullivan est apparu en première page du site d'information. 3 jours dans l'obscurité, l'histoire de Léo et de son père. Un garçon de 4 ans a appelé les secours après que son père se soit effondré de froid et de faim. Le propriétaire, Anthony Moore, a coupé le courant en plein hiver, tout en sachant qu'un enfant se trouvait à l'intérieur. Le lieutenant Lucie Dawson a découvert la terrible vérité. Il est temps de reconsidérer la manière dont nous traitons les personnes les plus vulnérables de la société. L'article est devenu viral. Des milliers de commentaires indignés ont été reçus. Le nom d'Anthony a inondé les réseaux sociaux d'une vague d'indignation. Lucie a lu chaque ligne, chaque mot. Et elle savait que ce n'était que le début. « Ta mère te manque, Léo ?» demanda doucement Lucie, assise avec le garçon sur un banc près de l'hôpital. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuilles, projetant des reflets dorés sur les cheveux bruns ébouriffés de Léo. Léo hocha la tête, serrant fermement sa vieille voiture en bois. Ma mère était vraiment gentille. Elle me racontait des histoires sur la chenille affamée. Puis elle en dessinait une grosse et verte. Elle disait qu'elle serait toujours avec moi. Lucie regarda le petit garçon, le cœur douloureux. Quand ta mère est-elle décédée? Quand j'avais 3 ans, je me souviens de ce jour-là. Papa m'a tenu très longtemps dans ses bras. Puis maman est restée au lit et ne s'est pas réveillée. Il s'arrêta. Papa n'a pas pleuré devant moi. Mais cette nuit-là, je l'ai entendu pleurer dans la cuisine, tout doucement. Lucie passa doucement sa main sur le dos de Léo, essayant de garder sa voix stable. Ton père aimait beaucoup ta mère. Ouais. Il ne laissait jamais personne toucher à sa photo. Le lendemain, Lucie retourna à l'ancien appartement de Thomas, cette fois accompagnée de Catherine. Elle portait des équipements de protection et des masques, prête à rassembler minutieusement les éléments nécessaires à la finalisation du dossier. On dirait que cet endroit a été oublié par le temps, murmura Catherine en franchissant le seuil. Lucie hocha la tête. Ce n'est pas une maison. C'est un trou où les gens tentent de survivre. Elle ouvrit le réfrigérateur. Toujours le même spectacle horrifiant. Elle tira une chaise en plastique cassée, posa le vieux sac à dos de Léo sur la table et commença à le fouiller. À l'intérieur se trouvaient quelques petits vêtements, une paire de chaussettes aux talons usés, de vieux livres d'images et une photo pliée, Thomas, sa femme, une femme douce aux cheveux bruns bouclés et un bébé Léo dans ses bras. Lucie a placé la photo devant Catherine. Cette famille a connu le bonheur autrefois, dit-elle, la voix brisée. Catherine soupira. Jusqu'à ce qu'il tombe entre les mains de quelqu'un comme Anthony. Lucie se leva et se dirigea vers un bureau au pied cassé dans un coin. Dessus se trouvait une petite boîte en bois, rouillée, dont le loquet était cassé. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une liasse de factures d'hôpital, d'ordonnances et de lettres de candidature. Thomas avait postulé à plus de 10 postes. Lucie les parcourut.
La plupart des refus se lisaient comme suit. Ne répond pas aux exigences physiques. Catherine en a ramassé un. Grave blessure au dos. Impossible de soulever des objets. Impossible de rester debout longtemps. Pratiquement inapte au travail manuel. Lucie leva les yeux vers le plafond. Il était ouvrier du bâtiment. Il a perdu son emploi après un accident sur un chantier il y a 3 ans. Sa femme est décédée 1 an plus tard, d'un cancer. Il a élevé Léo seul. Catherine fronça les sourcils. Et aucun soutien. Il a fait une demande d'aide, mais sa demande a été refusée faute de justificatifs officiels. Le chantier n'avait pas de contrat formel. Il s'agissait uniquement d'un accord verbal. Catherine marmonna. L'enfer sur terre. Lucie serra le poing. Anthony savait tout cela et continuait à insister. Le lendemain matin, Lucie se rendit à l'église Saint-Michel, là où l'on avait distribué de l'aide et de la nourriture aux familles en difficulté. Le prêtre de l'église, le père Isaac, avait autrefois aidé Thomas. « Tu te souviens de Thomas Reyes ?» demanda Lucie, alors qu'ils étaient assis dans la modeste chambre d'amis. Le père Isaac hocha la tête, les yeux remplis de tristesse. « Oui. Un homme calme. Très gentil. Il venait ici manger une soupe légère et du pain tous les mercredis. Est-ce qu'il a déjà dit quelque chose ? Pas beaucoup. » Le père Isaac continua doucement, les yeux baissés, comme si le souvenir lui-même pesait sur lui. Il nous remerciait toujours. Toujours poli. Il emmenait parfois Léo avec lui. Le garçon s'asseyait sur le banc, balançant les jambes, fredonnant des petites chansons. Thomas ne demandait jamais plus. Jamais d'exigence. Même quand je proposais de l'aider davantage, il souriait simplement et disait « Il y en a d'autres qui sont dans une situation pire que la mienne, père. » Lucie sentit sa gorge se serrer. A-t-il déjà parlé de son propriétaire ? Anthony Moore ? Le père Isaac hocha faiblement la tête. Oui, une fois. Il a dit que l'homme n'aimait pas les enfants. Il a dit qu'il avait prévenu Thomas que les enfants faisaient trop de bruit, causaient des dégâts et sèment le trouble. J'ai dit à Thomas de le dénoncer. Mais il avait peur d'être expulsé. Peur de finir à la rue avec Léo. A-t-il déjà demandé une aide au logement ? Il a rempli les formulaires que je lui ai donnés, mais il n'a jamais réussi à aller bien loin. Pas de revenu stable, pas d'employeur officiel pour se porter garant de lui. Tout était contre lui. Lucie baissa les yeux sur son carnet, la main tremblant légèrement. Merci, père. Cela nous aide plus que vous ne le pensez. Le prêtre posa une main douce sur son bras. Aidez cet enfant. Thomas n'a que lui. Plus tard dans la soirée, alors que Lucie retournait dans les couloirs de l'hôpital, elle s'arrêta devant la chambre de Thomas. Léo dormait sur une chaise près du lit de son père, sa petite main posée sur le bord du matelas. Le moniteur cardiaque émettait un bip continu. Une infirmière passa et adressa un doux sourire à Lucie. Pas de changement pour l'instant, mais il est stable. Lucie entra discrètement, s'assit à côté de Léo et lui écarta une mèche de cheveux du front. Il remua légèrement, mais ne se réveilla pas. Le visage de Thomas paraissait plus calme, ses joues reprenant lentement des couleurs. Lucie prit une grande inspiration, puis fouilla dans la poche de son manteau et en sortit la photo qu'elle avait prise dans l'ancien appartement, celle de Thomas, de sa femme et du bébé Léo. Elle la posa délicatement sur la table de chevet. « Tu dois te réveiller » murmura-t-elle. « Il a besoin de toi. » Le lendemain, les documents furent déposés et le dossier officiel contre Anthony Moore commença à prendre forme. Catherine travailla aux côtés de Lucie toute la nuit, épluchant chaque déclaration, chaque reçu, chaque preuve. Un juge délivra un mandat d'arrêt. Anthony Moore devait être interpellé. À 6 heures du matin, Lucie conduisit une petite équipe à son bureau. Les lettres dorées sur lesquelles on pouvait lire « Confiance et résultats » étaient maintenant légèrement pendues. Anthony était toujours assis sur sa chaise, sirotant son café. En les voyant entrer, il soupira. « Alors, tu fais vraiment ça ?» Lucie hocha la tête. « Oui. Et cette fois, tu n'auras pas le droit de te cacher derrière des petits caractères et de la cruauté. » Il se leva lentement et posa sa tasse. « J'ai des droits. »« C'est vrai, » répondit Lucie d'une voix ferme. « Tout comme Thomas Reyes. Son fils aussi. Et tu as violé le leur. » De retour au poste, tandis que Moore était assis dans la salle d'interrogatoire, Lucie l'observait par la fenêtre d'observation.
Il paraissait plus petit, dégonflé. Le poids de ses décisions, enfin confronté à la lumière du jour. Pendant ce temps, Léo était placé temporairement dans une famille d'accueil de confiance, connue du service. Lucie lui rendait visite quotidiennement. Un après-midi, il lui tendit un dessin, un bonhomme allumette représentant Lucie lui tenant la main à côté d'un grand soleil souriant. « Est-ce moi » demanda-t-elle, émue. « Ouais. Tu es ma policière rayonnante. » Elle cligna des yeux pour retenir ses larmes. « Merci, Léo. Ça me touche énormément. » Et quand, quelques jours plus tard, Thomas ouvrit enfin les yeux, groggy mais vivant, le premier mot qu'il parvint à prononcer fut « Léo ?» L'infirmière se précipita à la recherche de Lucie. Elle accourut et, en quelques minutes, père et fils furent réunis, Léo pleurait contre la poitrine de son père, Thomas murmurait le nom de son fils comme une prière. À l'extérieur de la pièce, Lucie se tenait là, observant, la main sur la bouche, submergée par un soulagement silencieux. Catherine la rejoignit. On dirait que quelqu'un vient de gagner son combat. Lucie hocha lentement la tête. Faisons en sorte qu'il n'ait plus jamais à se battre seul. Ainsi, l'affaire de Thomas Reyes et de son courageux petit garçon Léo a mis le feu aux poudres dans la ville. Les politiques ont été remises en question. Des enquêtes ont été ouvertes sur les abus des propriétaires. L'histoire de « 3 jours dans l'obscurité » est devenue plus qu'un article, c'est un appel à la justice. Pour Lucie, ce n'était que le début. Mais pour Léo, c'était le début du retour de la lumière dans son monde. Mais je me souviens d'une fois, il m'a tenu la main, les yeux remplis de larmes, et m'a dit « J'ai peur de ne pas tenir longtemps, j'ai peur de laisser Léo seul. » Je ne pouvais rien dire, j'ai juste prié. Lucie baissa la tête. A-t-il davantage parlé d'Anthony? Oui, il a dit qu'Anthony était venu chez lui et l'avait menacé. Une fois, j'ai vu Thomas avec un œil au beurre noir. Il a dit qu'il avait glissé, mais je ne l'ai pas cru. Lucie saisit doucement la sangle de son sac. Seriez-vous prêt à confirmer cela pour l'enquête? Absolument, si cela peut aider Léo à avoir un meilleur avenir, je suis prêt. À l'hôpital, Thomas n'avait toujours pas repris connaissance. Léo avait dessiné d'autres images, l'une d'elles a attiré l'attention de Lucie. Une petite maison, du soleil, des arbres, la voiture en bois et un homme tenant un enfant près d'une fenêtre. « C'est ta nouvelle maison ?» demanda Lucie. Léo hocha la tête, « J'ai rêvé. » Dans le rêve, papa est en bonne santé, et tu es là aussi. Lucie ne dit rien, elle plia soigneusement le dessin et le glissa dans la poche de son manteau. Le lendemain, Lucie est allée voir Madame Elisabeth, une femme de 70 ans qui habitait en face de l'appartement de Thomas et qui avait vu Anthony frapper à la porte. « Madame Elisabeth, je suis policier. J'ai besoin de votre récit de ce que vous avez vu devant l'appartement de Thomas Reyes. » La vieille femme la regardait à travers d'épaisses lunettes. « C'est toi qui t'occupes du petit Léo, n'est-ce pas? Je t'ai déjà vu. » Oui, j'espère que vous pourrez m'aider. Madame Elisabeth hocha la tête. Anthony est une brute. Un jour, il a crié dans le couloir, « Si tu n'ouvres pas cette foutue porte, je te défonce la tête. » J'étais à l'intérieur, je n'osais pas jeter un œil dehors. Lucie a noté cela. Avez-vous entendu quelque chose la nuit où Thomas s'est effondré? Oui. J'ai entendu la voix d'Anthony grogner, frapper à la porte, puis le silence. J'ai cru que Thomas était parti. Je ne m'attendais pas à tout ça. Seriez-vous prêt à témoigner devant le tribunal? Je suis peut-être vieux, mais je sais distinguer le bien du mal. Cet homme doit payer. Lucie lui serra doucement la main. Merci. Pour Léo. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôpital, Lucie était assise tranquillement à côté du lit de Thomas. Les jours avaient passé et il était toujours immobile, fragile, enveloppé étroitement dans des couvertures. « Tu ne peux pas laisser Léo derrière toi » murmura-t-elle, presque comme une prière. On ne peut pas laisser un petit garçon aussi courageux grandir seul. Léo s'était endormi dans un coin, serrant sa voiture en bois, murmurant dans son sommeil, « Papa, réveille-toi. » Lucie se leva et sortit, puis appela Catherine. « Nous avons suffisamment de témoignages, du prêtre, du voisin, des dossiers médicaux, des refus d'embauche. Tout cela montre que Thomas était coincé. »« Que veux-tu faire ensuite ?» demanda Catherine. « Demander un mandat d'arrêt contre Anthony Moore. Pour menace, mise en danger de la vie et exploitation de personnes vulnérables. Lisez ceci. » Catherine a feuilleté les dossiers.
Les lettres de menace d'Anthony, les supplications de Thomas, les déclarations du père Isaac et de madame Elisabeth, les preuves de la coupure de courant, les images de sécurité du couloir montrant Anthony frappant à la porte, la transcription de l'appel au 911, le rapport médical de Léo. Tout est là, dit Lucie. Nous pouvons porter plainte. Catherine hocha la tête. D'accord. Je m'occupe des formalités administratives et je me coordonne avec le procureur. Il ne s'en sortira pas. Lucie se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux au plafond. Je n'arrête pas de penser au nombre de personnes comme Thomas qui sont encore écrasées par des hommes comme Anthony, et personne ne le sait jamais. Catherine a répondu. Mais cette fois, grâce à Léo, nous savons. Lucie regardait par la fenêtre de l'hôpital. La lumière jaune se répandait dans le long couloir où les âmes silencieuses combattaient la pauvreté, l'injustice et parfois l'indifférence du monde. La nuit tomba et Lucie retourna tranquillement à l'hôpital. Elle est entrée dans la pièce. Léo dormait, la tête sur le bras de Thomas, sa petite main toujours serrée dans celle de son père. Un nouveau dessin était posé sur la table, une maison brillamment éclairée, un père et son fils s'embrassant, le soleil brillait à travers la fenêtre. Lucie se pencha et embrassa le front du garçon. Dors bien, petit ange. Demain, tout ira mieux. Elle sortit, sans remarquer que derrière elle, la main de Thomas tremblait, très légèrement. Le premier signe que la vie revenait. Ce jour-là, le commissariat du 9e district de Chicago grouillait de monde. Des journalistes et des citoyens inquiets se sont tous rassemblés à l'extérieur. Le nom d'Anthony Moore n'était plus seulement celui d'une personne. Il était devenu un symbole de cruauté, d'indifférence et de cupidité au cœur de la ville. Lucie se tenait dans la salle de surveillance, les yeux fixés sur un moniteur rediffusant les images de la caméra du couloir de l'appartement 13. Elle avait regardé ce clip des dizaines de fois, mais chaque visionnage lui serrait encore la poitrine. 14 décembre, 20h43. Vidéo, Anthony, vêtu d'un manteau noir, tenant des papiers, debout devant la porte de Thomas. Il claqua la porte à plusieurs reprises en criant « Tu es toujours en vie ? Sors et paie-moi. » 1 heure s'est écoulée. Personne n'a répondu à la porte. Le lendemain, le courant a été coupé. 3 jours plus tard, Thomas s'est effondré. Lucie a mis la vidéo en pause et s'est tournée vers Catherine. Nous pouvons reconstituer la séquence entière. C'est clair. Catherine hocha la tête, d'un ton sec. Le procureur a approuvé la convocation. Nous amènerons Anthony pour un interrogatoire demain matin. Lucie expira et hocha doucement la tête. Le lendemain matin, Anthony a été amené dans la salle d'interrogatoire. Il portait une chemise blanche impeccable et une cravate serrée, mais son visage était pâle, humide de sueur. Lucie et Catherine étaient assises en face de lui, un épais dossier posé sur la table. Lucie a commencé. « Monsieur Anthony Moore, savez-vous pourquoi vous êtes ici ? À cause de tout ce drame médiatique, a-t-il raillé, essayant de rester calme. Je vous l'ai déjà dit, j'ai respecté la loi. Si quelqu'un ne paie pas, il aura droit à une coupure de courant. C'est tout. » Lucie a placé une copie du contrat d'électricité sur la table. Vous avez demandé à la compagnie d'électricité de couper le courant sans préavis. C'est une violation de l'article 36 de la loi sur les droits des locataires. Et plus encore, vous saviez pertinemment qu'un enfant vivait dans cet appartement. Je ne savais pas exactement quel jour le gamin était là, a rétorqué Anthony. Alors qu'est-ce que c'est ? Catherine a brandi une photo du document de location, écrit à la main par Anthony lui-même. Locataire, Thomas Reyes. Nombre de résidents, 2. Père et jeune enfant. Lucie a continué. Et nous avons des images de la caméra du couloir vous montrant en train de frapper à sa porte en proférant des menaces. Thomas s'est effondré cette nuit-là. Nous avons des preuves médicales confirmant qu'il souffrait d'hypothermie due à la coupure de courant. Anthony grogna. C'est parce qu'il était faible. Pourquoi m'en veux-tu ? Il aurait pu travailler. Les gens comme lui, les profiteurs, doivent en payer le prix. Lucie agrippa fermement l'accoudoir de sa chaise. Il était ouvrier du bâtiment. Après son accident, plus personne ne voulait l'embaucher. Sa femme est morte d'un cancer. Il essayait d'élever son fils seul. Et vous, qui aviez le pouvoir sur sa vie, l'avez poussé au bord de la mort. Anthony se tut. Lucie se pencha plus près. Sais-tu que Léo, le fils de Thomas,
est resté assis à côté de son père inconscient pendant 3 jours dans le noir? Il a mangé des miettes, bu de l'eau froide du robinet? Ce petit garçon de 4 ans a appelé les secours pour sauver son père pendant que tu étais assis dans ton bureau à percevoir ton loyer. Anthony baissa la tête. La sueur coulait sur son col. Lucie se leva. Nous vous accusons de comportements menaçants, de violation des droits humains fondamentaux, de coupure illégale de services publics et de mise en danger imprudente. À l'extérieur de l'hôpital, des centaines de personnes se sont rassemblées pour une veillée aux chandelles en l'honneur de Thomas et Léo. Ils portaient des fleurs, des jouets, des pancartes manuscrites. Justice pour Léo. Plus aucun enfant ne devrait souffrir comme ça. Anthony portait le visage d'une cupidité sans cœur. Parmi la foule se trouvaient d'anciennes victimes d'Antoine. Une femme âgée aux cheveux argentés, Margaret, brandissait un vieil avis d'expulsion qu'elle avait reçu un jour. J'ai failli perdre ma maison à cause de lui. Je n'ai rien dit. Maintenant, je le regrette. Un jeune homme nommé Robert, un ancien locataire du quartier de Saint-Flower Street, a parlé dans un mégaphone. Thomas n'était qu'un pauvre père. Cet homme l'a tué avec cruauté. Il n'a pas utilisé de couteau, mais il a quand même tué. Dans la chambre d'hôpital, Léo est resté au chevet de son père, ne lâchant jamais sa main. Ce jour-là, Mélissa lui a apporté un nouvel ensemble de crayons, quelques livres et une écharpe en laine rouge. « Voulez-vous du porridge » demanda-t-elle. Léo secoua la tête. « Je n'ai pas faim. J'attends juste papa. » Lucie est entrée. Elle s'est assise à côté de Léo et lui a tendu une photo. Le dessin qu'il a fait la veille, maintenant encadré. Je l'ai fait imprimer pour l'accrocher au mur de l'hôpital, parce que tout le monde a besoin de voir de l'espoir. Léo fit un petit sourire, mais ses yeux restèrent tristes. Mademoiselle Lucie, et si mon père ne se réveille pas? La gorge de Lucie se serra. Alors tu ne seras pas seule. Je serai là. Tout le monde sera là. Mais, je crois que ton père va se réveiller. Parce qu'il sait que tu l'attends. Léo hocha doucement la tête. Cette nuit-là, Lucie a reçu un appel urgent de Catherine. La ville vient de promulguer un règlement d'urgence. Il est interdit à tous les propriétaires de couper les services publics sans préavis, surtout si un enfant vit dans le logement. Anthony est en détention provisoire, en attente de son procès. Lucie expira. La justice commence à arriver. Une semaine plus tard, l'audience préliminaire d'Anthony Moore était ouverte à la presse. Les images montrent Anthony assis en silence, sans son arrogance habituelle. À l'extérieur, la foule brandissait des photos de Léo et Thomas. Leurs voix unifiées scandaient. Justice pour Léo. Mettons fin à l'injustice. La couverture en direct du procès a été diffusée dans tout le pays. Alors que le procureur lisait les accusations, des millions d'Américains regardaient. Les menaces d'Anthony, les lettres, les séquences vidéo, tout a été rendu public. Son avocat a tenté de réduire les charges, affirmant qu'Anthony n'avait pas l'intention de nuire. Mais l'opinion publique était claire. L'homme assis dans cette salle d'audience n'était pas seulement confronté à la loi. Il faisait face au mépris de tout un pays. Dans un segment télévisé spécial après l'audience, le journaliste Victor Sullivan, le premier à avoir révélé l'histoire de Léo, a déclaré: « Nous vivons dans une ville moderne. Mais des gens comme Thomas et Léo sont encore oubliés. Cette expérience de mort imminente n'était pas seulement une tragédie personnelle. C'est un signal d'alarme pour un système qui a perdu son humanité. Que ce soit le début d'un véritable changement, dès aujourd'hui. » De retour à l'hôpital, Léo s'était endormi sur l'épaule de Lucie. Elle le souleva doucement et le déposa sur le lit d'appoint. Soudain, il y eut un faible bruit. Lucie s'est retournée. Thomas a bougé son doigt. Elle se précipita à ses côtés, les yeux embués. « Thomas, tu m'entends » Ses cils battaient, ses yeux s'ouvraient légèrement, flous, mais vivants. « Léo » murmura-t-il d'une voix rauque. Lucie a fondu en larmes. « Il va bien. Tu es réveillé, Thomas. » Sur le lit d'appoint, les yeux de Léo s'ouvrirent brusquement. Il se précipita vers le lit et jeta ses bras autour de son père. « Papa, c'est moi. Je suis là. » Thomas leva sa main et la posa faiblement sur le dos de Léo. « Tu as appelé à l'aide » Léo hocha la tête, encore et encore, les larmes coulant sur la blouse d'hôpital de Thomas. « Je ne te laisserai pas dormir éternellement. J'ai été sage.
Thomas a pleuré. Lucie se détourna, essayant de cacher les larmes qui coulaient sur ses joues. À ce moment-là, la lumière du soleil a percé la fenêtre pour la première fois depuis des jours, chaude, douce, comme une promesse. « Papa, s'il te plaît, regarde-moi. » Léo tenait fermement la main de Thomas, des larmes coulant sur son petit visage. Thomas ouvrit grand les yeux, clignant des yeux, et les coins de sa bouche se courbèrent en un léger sourire. « Léo, mon fils. » Lucie se tenait là, les lèvres tremblantes. « Tu es de retour, Thomas. Tu as survécu. » Thomas tourna la tête, son regard scrutant la chambre d'hôpital immaculée. Il vit la perfusion intraveineuse, le moniteur cardiaque et la lumière du soleil projetant une lumière chaude sur le sol. « Où suis-je ? » « L'hôpital, » répondit doucement Lucie. « Tu étais inconscient pendant 3 jours. Léo a appelé les secours pour te sauver. » Les yeux de Thomas s'écarquillèrent en regardant son fils. « Tu as vraiment fait ça ?» Léo hocha la tête en sanglotant. « J'avais peur, mais je me suis souvenu de ce que tu m'avais appris. J'ai appelé la police. » Thomas pleurait. Il prit son fils dans ses bras en tremblant et embrassa ses cheveux en bataille. « Tu es incroyable, mon incroyable garçon. » Lucie se détourna à nouveau, essayant de retenir ses larmes qui débordaient. 3 jours plus tard, Thomas pouvait s'asseoir et manger du porridge. Chaque jour, Lucie venait nous rendre visite, apportant des livres d'images, des vêtements propres et son sourire chaleureux. Un après-midi, alors que la lumière du soleil traversait la fenêtre et peignait des lignes dorées sur le sol de l'hôpital, Lucie entra en tenant un grand sac. « J'ai quelque chose pour vous deux, dit-elle. Avec un sourire. Léo rayonnait. « Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle ?» De nouveaux manteaux, du lait, des biscuits, et ceci, une lettre. Thomas a pris la lettre et a haussé les sourcils lorsqu'il a vu le logo de la fondation New Hope sur l'enveloppe. Qui a envoyé ça? Lucie s'assit à côté de lui. Une association à but non lucratif. Ils ont lu l'histoire de Léo dans le journal. Et ils veulent t'aider, Thomas, déglutit ou aider au comment? Lucie sourit chaleureusement. Ils vous proposent, à vous et à Léo, un appartement gratuit pendant 6 mois. Nourriture, produits de première nécessité, assistance, et ils vous ont trouvé un petit boulot. Pas besoin de soulever des charges lourdes. Thomas était stupéfait. Est-ce que c'est réel? Léo attrapa la main de son père, les yeux pétillants. Papa, nous avons une nouvelle maison. Thomas s'étrangla et serra doucement la main de son fils. Mademoiselle Lucie. Je ne sais même pas comment vous remercier. Lucie pencha la tête, ses yeux doux de gentillesse. Vivez bien, tout simplement. Laissez Léo grandir comme un enfant normal. C'est le plus beau des remerciements. Le lendemain matin, tandis que Léo coloriait tranquillement dans un coin, Thomas se tourna vers Lucie. Et Anthony? La voix de Lucie baissa. Il est en détention. Il est poursuivi pour violation des droits humains, intimidation de locataires, coupure illégale de services publics ayant entraîné de graves préjudices, et probablement d'autres chefs d'accusation, notamment de mise en danger de la vie d'un mineur. Thomas baissa les yeux sur ses mains. J'avais l'habitude de penser que j'allais mourir et que personne ne le saurait jamais. Lucie répondit doucement. Tu n'es pas mort. À cause de Léo. Parce que ce que tu lui as appris t'a sauvé la vie. Thomas hocha doucement la tête, les yeux rouges d'émotion. Une semaine plus tard, Thomas et Léo emménageaient dans leur nouvel appartement petit, mais lumineux, propre et entièrement équipé. La cuisine était équipée d'une cuisinière électrique fonctionnelle. Le salon baignait d'une lumière jaune et chaleureuse. La chambre était remplie de draps frais et moelleux qui sentaient bon le neuf. Léo courait dans l'appartement, serrant toujours dans ses bras sa vieille voiture en bois. « Papa, le lit ici est si doux. » Thomas se tenait au milieu de la pièce, comme s'il n'arrivait pas à croire que c'était réel. Il caressa le mur de la main, puis se tourna vers Lucie, qui l'aidait à déballer un carton. « Sais-tu combien d'années se sont écoulées depuis que je n'ai pas vu Léo courir sans chaussettes pleines de trous ?» Lucie a ri. « À partir de maintenant, il aura tout un tiroir de chaussettes neuves, et même des camions de bonbons. » Léo leva la main. « Je veux un goût de fraise. » Thomas sourit, un vrai sourire, son premier depuis très longtemps. Un matin, Mélissa, la jeune femme de l'association caritative, est arrivée avec un dossier de demande d'emploi. « Thomas, ceci vient de l'entreprise de construction humanitaire dont je t'ai parlé.
Ils ont lu ton histoire et ont accepté de t'embaucher comme inspecteur de chantier. Pas de gros travaux à faire, ils te formeront. Thomas bégayait. Je peux vraiment travailler. Mélissa lui prit la main. Tu peux. Et tu le mérites. Léo courut et enroula ses bras autour de la jambe de son père. Papa va travailler. Je vais te préparer ton déjeuner. Tous trois rirent. La lumière du soleil entrait par la fenêtre, éclairant la petite cuisine de sa chaleur. Lors de la soirée caritative, la salle était vaste, décorée simplement, mais chaleureuse. Donateurs, bénévoles et élus locaux étaient tous présents. Une rangée de chaises était disposée sur la scène, et au centre se dressait un petit podium réservé aux invités de marque. Lucie prit la main de Léo tandis qu'il montait sur scène. L'animateur annonça. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un garçon qui a fait quelque chose d'extraordinaire par amour pour son père, le jeune Léo Reyes. Des applaudissements retentirent dans la salle. Léo s'avança, un bouquet à la main. Il s'approcha de Lucie, leva les yeux et dit clairement. Mademoiselle Lucie est mon ange. Elle a sauvé mon père. Elle m'a sauvé aussi. Je veux grandir et devenir policière comme elle. La foule applaudit à tout rompre. Lucie s'agenouilla et serra Léo dans ses bras. Je te le promets, quand tu seras assez grand, je serai celui qui t'apprendra à tirer ton premier coup, mais seulement sur une cible d'entraînement, d'accord? Léo rayonnait. Oui, madame. Thomas était assis dans le public, silencieux. Il regardait seulement son fils, puis Lucie. Sous les lumières vives, ses yeux brillaient, pleins d'émotion, de gratitude et d'espoir. Après l'événement, une journaliste s'est approchée de Lucie. Lieutenant Dawson, avez-vous des mots que vous aimeriez partager avec la communauté? Lucie regarda la caméra, la voix ferme. Nous ne pourrons peut-être pas toujours mettre fin à la pauvreté, mais nous pouvons nous empêcher de sombrer dans l'indifférence. Léo a sauvé son père grâce à son courage. Pouvons-nous sauver notre société par la gentillesse? L'émission a capturé ce moment, une jeune policière, un enfant tenant une petite voiture en bois et un père qui revenait tout juste du bord de la mort. À cet instant précis, au centre de détention de la ville, Anthony était assis dans une cellule exiguë. Une télévision murale diffusait la cérémonie. Il vit Léo offrir des fleurs. Il vit Lucie parler. Il vit Thomas, l'homme qu'il avait autrefois menacé. Il se détourna, mais pas assez vite pour manquer le regard méprisant de son compagnon de cellule, un homme mince qui hocha la tête et marmonna. J'ai entendu dire que c'est toi qui as coupé le courant et qui a failli rendre un enfant orphelin. Tu vas bien t'amuser ici. Anthony baissa la tête. Pour la première fois de sa vie, il avait froid, un froid qui n'avait rien à voir avec l'hiver. Le lendemain matin, Thomas sortit de la résidence caritative, vêtu d'une tenue de travail propre. L'air était vif, mais son visage rayonnait comme les premières lueurs de l'hiver. Léo courait derrière lui, tenant un petit sac en tissu contenant le déjeuner de son père. Papa, à quelle heure finis-tu de travailler aujourd'hui? À 15 heures. Ensuite, je viendrai te chercher au centre d'activité. Léo hocha la tête. Je dirai à mes amis que vous construisez des maisons pour les gens. Thomas rigola en ébouriffant les cheveux de son fils. Très bien, petit ingénieur. Finis ton déjeuner. Lucie sortit de sa voiture et fit un signe de la main. Prêts, vous deux? Thomas hocha la tête. Allons-y. Tous les trois sont montés dans la voiture. Aujourd'hui, c'était le premier jour de Thomas à son nouvel emploi, une entreprise de construction communautaire où personne ne lui a posé de questions sur sa blessure au dos. On lui a seulement demandé ce dont il avait besoin pour réussir. Cet après-midi-là, pendant la pause déjeuner, Thomas était assis au bord d'un chantier et prenait son repas. Un jeune collègue, Matthew, s'assit à côté de lui. « C'est toi le gars de l'histoire de Léo et son incroyable père, c'est ça ?» demanda Matthew, les yeux pleins d'admiration. Thomas marqua une pause, puis hocha la tête. « Ouais, mais c'est Léo qui a fait quelque chose d'incroyable. » Mathieu sourit. « Ce gamin est un guerrier. J'ai lu l'article. Tout le monde ici connaît ton histoire. » Thomas grimaça un peu. « Je ne suis pas habitué à l'attention. » Pas de souci. Ici, on t'appelle simplement Thomas le travailleur. C'est tout ce qui compte. Pendant ce temps, au palais de justice du centre-ville, le procès d'Anthony Moore entrait dans sa 3e journée. La salle était pleine à craquer.
Au premier rang étaient assis des représentants du Conseil de protection de l'enfance, des avocats et des journalistes des principaux médias. Au fond, Lucie était assise à côté de Mélissa, toutes deux observant attentivement la barre. Le juge a feuilleté le dossier. Sur la base des preuves, des déclarations de témoins, des séquences vidéo, des lettres et des documents connexes, le défendeur Anthony Moore est reconnu coupable d'avoir intentionnellement violé les lois sur la protection des locataires, d'avoir procédé à une coupure illégale de services publics et d'avoir directement mis en danger la vie d'un locataire et d'un mineur. L'avocat de la défense a tenté d'intervenir. Votre honneur, le défendeur n'a pas d'antécédents judiciaires et ses actes découlent de difficultés financières et non d'une intention malveillante. La salle d'audience a explosé d'incrédulité. Lucie marmonna. Pas méchant? Il a coupé le courant en plein hiver. Claqué et le juge a frappé le marteau. Commande. Il a continué. Le tribunal prend acte de la déclaration de la défense. Cependant, les actes de l'accusé ne peuvent être excusés lorsque leurs conséquences ont failli coûter la vie à un citoyen et contraint un enfant de 4 ans à vivre dans des conditions inhumaines. Le procureur s'est levé. Nous demandons une peine de 4 ans de prison et une interdiction de toute activité immobilière pendant 10 ans. Anthony ne dit rien. Pour la première fois, il ne protesta pas. Il se contenta de fixer le sol, les lèvres serrées. Lucie expira. Mélissa lui serra la main. Il doit payer. Après le procès, les gros titres ont inondé la nouvelle. Anthony Moore, le propriétaire sans cœur, condamné à 2 ans de prison et banni de la gestion immobilière. Thomas Reyes, le père qui a failli mourir dans l'obscurité, maintenant plus fort que jamais. Sur les réseaux sociaux, l'image de Léo offrant des fleurs à Lucie a continué à se propager, avec la légende. Un enfant peut changer le monde si nous sommes prêts à l'écouter. Au centre d'activité pour enfants, Léo dessinait pendant son cours d'art plastique. Son enseignante, mademoiselle Pamela, s'est approchée et s'est assise à côté de lui. « Léo, qui dessines-tu » demanda-t-elle. Léo sourit et montra la photo. « Voici mon père. Et voici mademoiselle Lucie. Voici ma voiture en bois, et voici notre nouvelle maison. » Pamela hocha la tête. « C'est un beau dessin, mademoiselle. » Léo leva les yeux. Avant, je pensais que mon père ne se réveillerait jamais. Mais ensuite, il a ouvert les yeux. C'était comme un conte de fées. Pamela lui caressa doucement les cheveux. C'est parce que tu as écrit ce conte de fées, Léo. Ce soir-là, Lucie était assise sur le balcon de son appartement, contemplant les lumières de la ville. Son service venait de se terminer et elle tenait une tasse de thé chaud. Un message d'alerte retentit. Il venait de Thomas. Thomas, je voulais juste vous dire merci, d'avoir cru en moi, de ne pas avoir abandonné. Lucie, toi et Léo êtes ceux qui n'ont pas abandonné, Thomas. Thomas, mais si tu n'étais pas venu ce jour-là, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Lucie, si Léo n'avait pas appelé ce jour-là, je n'aurais jamais su pour vous deux. Lucie regarda la nuit silencieuse et sourit. 1 mois plus tard, Léo montait sur scène lors d'un grand événement communautaire intitulé « Personne n'est laissé dans le noir ». Il portait une chemise blanche, les cheveux soigneusement peignés et tenait un micro. Je m'appelle Léo. Avant, j'avais très peur. Mais j'ai appelé la police parce que j'aime mon père et je ne voulais pas être seul. Le silence se fit dans la salle. Léo prit une profonde inspiration. Je ne sais pas combien de cadeaux je recevrai, mais je veux donner quelque chose en retour, du courage. J'espère que tous ceux qui ont peur comme moi ne resteront pas silencieux. Lucie se tenait à proximité, les yeux rouges. Mélissa passa un bras autour de ses épaules. Un tonnerre d'applaudissements éclata, qui dura plusieurs minutes. Le lendemain, les médias internationaux rapportaient. Léo, le petit garçon américain de 4 ans, devient un symbole de courage et de renaissance. L'Organisation américaine des droits de l'homme a adressé des lettres de remerciement à Lucie et à l'ensemble du département de police du 9e district de Chicago. Le secrétaire à la protection sociale a annoncé la création d'un nouveau fonds d'aide aux familles à faible revenu avec enfants. Par un après-midi tranquille de week-end, Thomas et Léo se promenèrent dans le parc. Ils s'assirent sur leur banc de pierre habituel, celui où Lucie avait promis à Léo qu'il ne serait plus jamais seul. « Papa, aujourd'hui je n'ai peur de rien. »« Pourquoi ça, mon fils ?»« Parce que je sais que tu te réveilleras toujours. » Thomas serra doucement son fils dans ses bras, les yeux brillants. « Je me réveillerai toujours, car tu es ma lumière. »
Une silhouette familière s'approcha, Lucie, tenant 2 cornets de glace. Quelqu'un a parlé de lumière? Quelqu'un a besoin de provisions? Léo poussa un cri aigu. Glace à la fraise. Thomas a ri. Viens nous rejoindre, héros. Lucie s'est assise. Quel honneur. Tous les 3, un père, un petit garçon et un policier, ont mangé une glace sous la douce lueur du coucher de soleil. Plus de froid. Plus d'obscurité. Que du rire, de la lumière et un nouveau départ. Cette histoire nous rappelle avec force que le courage n'a pas d'âge et que la gentillesse peut sauver une vie. Léo, un petit garçon de 4 ans, par amour et courage, sauva son père d'une mort silencieuse. Thomas, bien que pauvre, vécut avec responsabilité et un profond dévouement. En revanche, la cruauté et l'insensibilité d'Anthony furent punis à juste titre. La leçon est claire, une société n'est véritablement humaine que si les personnes vulnérables sont protégées. Et la justice ne doit jamais arriver trop tard.